Nous passons à la quatrième et dernière séquence de cette journée. Et bravo à vous qui avez déjà bien rempli votre matinée, comme je crois le savoir. Il vous reste cette dernière ligne droite à franchir ensemble avec les sujets qui vont suivre concernant la loi Egalim. Alors pour commencer, je vais proposer à Frédérica L'Huissier, référente nationale alimentation, et Viviane Cataldo, chargée de mission ADT ADEI, pour nous faire une première séquence sur ce sujet, pour nous parler de l'état des lieux de la mise en place d'Egalim dans les établissements, avec certains rappels concernant les objectifs, l'accompagnement de la DGAL dans la mise en place de la loi, les résultats d'une enquête menée en 2020 dont elles vont nous parler, ainsi que des critères de la loi Egalim dans la restauration collective. Voilà autant de sujets qui vont nous permettre de rentrer de plein pied dans cette partie de la journée. Nous ferons suivre cette première intervention, enfin en binôme, hein, vous l'avez compris, par un exemple de mise en œuvre dans un établissement, en l'occurrence à l'EPL de Pixéricourt. Et puis, nous parlerons de dispositifs d'amplification au niveau national avec une autre intervenante que je vous présenterai tout à l'heure. Mais sans plus tarder, Frédérica L'Huissier et Viviane Cataldo, merci pour votre intervention à deux voix pour une quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Donc, d'abord, je me présente. Donc, je suis Frédérica L'Huissier. Voilà, je suis référente nationale restauration collective à la DGAL depuis le 1er septembre. Avant, j'étais chef de pôle alimentation en DRAF, donc à la DRAF Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, j'ai travaillé avec Viviane et nous avons travaillé collectivement sur justement l'accompagnement des lycées agricoles de notre région et l'intégration de ces lycées dans la loi Egalim. Alors là, je vais être un petit peu plus, voilà, par rapport à ma mission maintenant, je vais vous présenter véritablement, enfin, je vais vous représenter la loi, mais assez rapidement, parce que je pense que vous devez quasiment tous la connaître. En tout cas les grands principes. Je vous parlerai donc de l'accompagnement qui est fait par la DGAL et puis en effet aussi ce qui peut être intéressant, important et les opportunités que ça peut représenter en effet pour les lycées agricoles. Alors, je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, avant même de rentrer, je dirais, de reprendre les mesures de la loi Egalim et les mesures qui concernent la restauration collective, moi, je vais vous parler du titre 2 de la loi, hein, c'est-à-dire les mesures qui concernent la restauration collective et l'alimentation. J'aime bien parler toujours de l'esprit de la loi. Cette loi, elle a comme pour but de permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine, sûre et durable. Voilà. Et alors, quel biais, quel vecteur on a pris? On a donné en fait des mesures pour la restauration collective. Pourquoi? Parce qu'on considère que la restauration collective, c'est un vecteur privilégié pour le changement de comportement global de la population. Voilà. C'est pour ça que les mesures ont véritablement été, je dirais, destinée à la restauration collective. Alors, la mesure la plus emblématique de la loi, vous la connaissez, je suppose, c'est la montée en gamme des approvisionnements, avec une obligation au 1er janvier 2022 d'avoir 50% des produits qui intègrent les menus de la restauration collective, 50% de produits de qualité et durables, avec au moins 20% de produits biologiques. Alors, les produits ciblés, je vous les ai rappelés sur cette diapositive. Ce sont évidemment les produits sous signe de qualité et d'origine, les produits des exploitations qui ont une certification qui sont HVE, haute valeur environnementale, et jusqu'en 2029, la certification de niveau 2. On a aussi donc les produits qui sont sous mention fermier, produits de la ferme et produits à la ferme pour les œufs et les fromages, les produits de la pêche durable et les produits avec le logo RUP, région ultra-périphérique. Voilà.
Ensuite, on a des mentions un petit peu particulières qui sont plus liées, je dirais, à la législation et à l'obligation, en tout cas dans les textes de loi, de porter des mentions sur les produits équivalents. Et puis, une mention qui n'arrange pas grand monde sur cibler des produits acquis selon des modalités prenant en compte des coûts imputés aux externalités environnementales. Alors, pourquoi je dis qu'elle ne s'arrange pas grand monde? C'est qu'on n'a aucune méthode actuellement pour calculer un coût imputé à des externalités environnementales et que c'est donc un critère qui, pour l'instant, en tout cas, pose des problèmes d'interprétation et on ne sait pas trop comment l'utiliser, ni les fournisseurs, ni les acheteurs. Voilà, donc 50% de ces produits devront être dans les assiettes des convives de la restauration collective d'ici le 1er janvier 2022. On a aussi une incitation pour utiliser des produits issus du commerce équitable ou des produits aussi issus de projets alimentaires territoriaux, mais ce sont des incitations, ils ne rentrent pas dans la comptabilisation. Cette mesure est applicable pour tous les restaurants collectifs publics, gérés par une personne de droit public, mais aussi pour ceux de droit privé qui exercent un service public. Donc, par exemple, les restaurants scolaires sur des écoles privées, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Les autres mesures, je ne vais pas vous les détailler. On a des mesures donc, qui concernent la diversification des sources de protéines, avec une volonté de rééquilibrer en tout cas les sources entre la partie végétale et la partie animale au niveau des protéines. Évidemment, avec cette mesure, il n'est absolument pas question de ne plus aller vers une alimentation avec des sources animales, mais bien d'avoir un équilibre, un meilleur équilibre pour pouvoir intégrer des produits animaux de meilleure qualité. Autre mesure sur l'information des usagers qui va être obligatoire, qui est rendue obligatoire, et ensuite des mesures qui concernent la lutte contre le gaspillage alimentaire et la substitution des plastiques. Diapo. Merci. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les acteurs? Alors, ce sont des mesures qui sont importantes et qui ont des impacts qui sont importants en termes évidemment d'organisation sur la restauration collective, qui ont aussi des impacts budgétaires importants. Hein. Il y a des coûts financiers qui sont derrière, notamment la montée en gamme des approvisionnements. Donc, il y a un Conseil national de la restauration collective qui a été installé en janvier 2019 et l'ensemble des acteurs de la restauration collective se réunissent régulièrement pour travailler à la fois sur l'accompagnement et le suivi de la mise en œuvre de la loi Egalim. Donc, vous voyez que l'ensemble des acteurs, c'est vraiment très, très global, ça va du gestionnaire de restaurant aux fournisseurs, aux représentants des convives et évidemment aux opérateurs aussi de l'État et des collectivités territoriales. Donc il y a différents groupes de travail, mais je ne vais pas vous détailler. S'il vous plaît, merci. Ah, là, il y a des petits décalages, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, ce qui a été mis en exergue, en tout cas avec ce Conseil national de la restauration collective, c'est que les acteurs de la restauration collective avaient un besoin fort en termes d'accompagnement. Ils ont un besoin fort sur l'information et la formation, notamment sur les mesures, quelles sont-elles, pour qui, quelle date. Donc là, on a des livrables qui ont été réalisés, mais ils ont aussi, les acteurs ont aussi des besoins forts en termes d'accompagnement sur les produits. Quels produits sont ciblés, qui les produit, où est-ce qu'on peut s'approvisionner et évidemment comment aussi, je vous ai dit qu'on avait un impact budgétaire qui était important, c'est aussi comment je peux arriver à ces 50% de produits durables sans avoir une explosion du budget au niveau de la restauration collective. Des besoins d'information aussi par rapport à cette mesure sur la diversification des sources de protéines, quels produits, quelles recettes, où est-ce qu'on s'approvisionne. Voilà, donc il y a un certain nombre de livrables qui sont en cours de fabrication ou qui sont déjà
voilà, qui ont déjà été réalisés et qui sont mis à disposition des acteurs. Ensuite, on a aussi l'autre besoin d'accompagnement, il est lié au marché public, puisque vous savez que les acteurs publics sont soumis à cette législation et donc ils doivent à la fois travailler sur la connaissance de l'offre disponible, notamment sur leur territoire, donc sur le sourcing, ce qu'on appelle le sourcing, et ensuite sur la sécurité, enfin, les procédures d'achat, les aides techniques aux achats. Dernier point sur l'accompagnement, et là Viviane en parlera, il y a aussi un besoin de connaître sa situation. Jusqu'à présent, on n'a pas forcément, en tout cas les acteurs ne savent pas forcément à quel taux d'approvisionnement ils sont en produits bio dans leur restauration. Donc actuellement, il y a pas mal d'enquêtes qu'on appelle des enquêtes T0 qui sont en cours. Il y en a une sur les lycées agricoles, il y en a aussi sur les régions et il y en a une au niveau national. Et on est en train de travailler aussi sur des outils de suivi et sur une plateforme gouvernementale pour remonter en fait ces taux d'approvisionnement. Donc voilà un peu le cadre en tout cas de l'accompagnement. Alors juste ma dernière diapo. Voilà. Alors cette loi Egalim, c'est évidemment aussi une opportunité pour les lycées agricoles, pour leurs exploitations, pour leurs ateliers, puisque juste dans cet accompagnement, je vous ai expliqué, on a quand même un besoin justement d'information et de promotion, en tout cas, de promotion de tout ce qui est produit durable et de qualité. Donc, au niveau évidemment des EPL, vous êtes, je dirais, producteur. Vous pouvez approvisionner en tout cas sur ces produits, que ce soit directement pour la restauration du lycée, mais aussi pour d'autres restaurants qui pourraient se trouver proches de votre lycée. Donc, promouvoir la production et la transformation de ces produits durables et de qualité, c'est aussi évidemment votre métier en tant que formateur. Et je dirais que la loi Egalim favorise aussi l'accès au marché de ces produits et c'est aussi permettre de mieux valoriser le travail et le métier avec aussi une meilleure rémunération par rapport à ces produits. C'est aussi le sens de la loi Egalim. J'ai dit que je parlais surtout du titre 2 qui est sur l'alimentation, mais la loi Egalim, c'est aussi le titre 1 qui est sur la rémunération des agriculteurs, la juste rémunération des agriculteurs. Voilà, donc la loi Egalim, en tout cas, se trouve est une opportunité en termes à la fois de production et d'approvisionnement pour les restaurations du lycée ou des autres établissements qui peuvent être proches. Juste un dernier mot sur les projets alimentaires territoriaux. Donc, vous savez c'est un outil qui est aussi accompagné par la DGAL. Il y a actuellement beaucoup de projets alimentaires territoriaux qui sont en train de se mettre en place sur les territoires et les lycées agricoles et notamment les exploitations des lycées, vous avez un rôle vraiment à jouer dans ces projets alimentaires territoriaux. Donc, je ne sais pas si vous êtes rapprochés tous de projets qui pouvaient avoir lieu sur votre territoire, mais je vous engage en tout cas à les intégrer si vous n'y êtes pas encore et à travailler donc, avec les collectivités sur ces projets. Je passe la parole à Viviane. Absolument, Madame Cataldo qui va prendre la suite après avoir ouvert son micro, voilà qui est fait. Merci Madame Lucier, à tout à l'heure pour d'éventuelles questions. Je crois pouvoir vous dire que ça je vois, oui, je parle bien sur le chat. Voilà. Nos modérateurs vont essayer de nous résumer tout ça tout à l'heure. Mais on vous passe la parole pour l'instant, Madame Cataldo. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, je suis Viviane Cataldo, je suis en charge de l'animation développement des territoires au SRFD de la DRAF-PACA et comme le disait Frédérica, donc qui travaillait au SRAL jusqu'à peu de temps de la DRAF-PACA, on a eu l'occasion de collaborer beaucoup ensemble pour soutenir les démarches alimentation durable dans les lycées de la région.
Donc, je vais vous présenter rapidement, rassurez-vous, quelques résultats d'une enquête qui a été mise en œuvre au début de l'année 2020 auprès des établissements d'enseignement agricole publics et privés au niveau national par la DGER et qui concernait un peu le T0 de la mise en œuvre de la loi EGalim dans la restauration collective scolaire de l'enseignement agricole. Voilà, donc la diapo suivante fait un petit peu état des réponses qui ont été fournies par rapport à cette enquête nationale. Il y a un taux de réponse qui est relativement bon, qui est de 54%, avec 63% de réponses pour les établissements publics et 51% de réponses pour les établissements privés. L'analyse que je vous présente, en fait, a été co-construite entre la DGER, Réseau Thème, et notamment Karine Boutroux, et le réseau des animateurs ADT DRAF. Il y a également mes collègues Sylvain Thibault de la région Centre et puis Noémie Ouvrard de Nouvelle-Aquitaine qui ont participé à cette synthèse. Pour ce qui vous concerne, en fait, là, je vais vous présenter pas toutes les mesures, mais les mesures qui vous concernent plus directement en tant que DEA ou DAT. Quelques résultats d'enquête qui concernent ces mesures et quelles pourraient être pour vous, donc DEA et DAT, les opportunités d'action qui existent dans ce contexte. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc Frédéric l'a rappelé, en fait, la loi EGalim, pour qui concerne la restauration collective, ce sont 5 mesures. La première de ces mesures, c'est l'approvisionnement en produits de qualité et durables dans les assiettes. Je ne vais pas rappeler les objectifs qui sont poursuivis, mais juste dire qu'il y a 70% des établissements qui ont répondu à l'enquête qui disent utiliser des produits bio dans la restauration collective. Et pour 13% d'entre eux, ils atteignent les 20% d'objectifs définis dans la loi EGalim. On a remarqué qu'il y avait quand même une nécessité d'améliorer la connaissance des acteurs des établissements sur les signes de qualité et les signes de durabilité pour l'approvisionnement. Et on pense qu'il y a parfois, vu les résultats, peut-être quelques petites confusions, etc. Et ça peut faire l'œuvre d'un travail qui serait à mener avec le conseil régional et les DRAF. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. En fait, il existe un lien fort, et c'est ce que je voulais surtout vous souligner, entre cette première mesure de la loi EGalim et les objectifs d'enseigner à produire autrement pour les exploitations et les ateliers technologiques. En effet, bon, on l'a vu, EGalim, il est cité dans l'axe 4 comme un objectif dans la restauration scolaire, mais pour ce qui concerne l'axe 3 qui concerne les ateliers technologiques et les exploitations agricoles, je vous rappelle que l'objectif est d'atteindre 100% de la SAU conduite en bio ou labellisée HVE ou sous SICO et 100% des ateliers technologiques avec une certification AB d'ici 5 ans. Donc, tout ça, en fait, c'est cohérent et ça concourt, je pense, pour vous, comme le citait aussi Frédéric Alhuissier, à des opportunités d'accès à de nouveaux marchés de la restauration collective territoriale. Et EGalim, ça concerne la restauration collective scolaire, mais aussi l'ensemble de la restauration collective. Donc, il y a fort à parier que de nouveaux clients pourraient venir s'approvisionner auprès des exploitations des lycées, surtout, comme le disait Frédérica, s'il y a des projets alimentaires territoriaux qui sont mis en œuvre localement. On peut passer à la diapositive suivante. Une autre des questions de ce questionnaire portait sur la partie de la production endogène, donc issue des exploitations ou des ateliers technologiques des établissements qui étaient utilisés à la cantine. Les taux de réponse ont été bons, puisque dans 70% des établissements qui ont répondu font appel à des projets de l'exploitation ou de l'atelier technologique pour le public. Ce taux chute à 53% pour le privé, ce qui fait une moyenne de 60%. L'idée, c'est effectivement de tendre à favoriser, à faciliter les achats de produits de vos exploitations ou de vos ateliers technologiques entre PL de proximité ou à un niveau régional.
je vous citerai juste en PACA, il y a actuellement un réseau de correspondants Egalim PNA qui s'est mis en place, qui regroupe pour la plupart des gestionnaires d'établissements, mais ça peut être aussi des enseignants. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux à essayer de dynamiser ces achats entre établissements pour pouvoir vraiment avoir un maximum de produits endogènes servis à la restauration collective. Et ce travail, bien sûr, il est à mener en concertation avec le conseil régional et le SRAL des DRAF concernés. On peut passer à la diapo suivante. La deuxième mesure qui vous concerne et qui, on le pense, est très très importante, c'est tout ce qui est information aux convives et affichage. Il y a l'obligation d'informer les convives une fois par an sur la part des produits de qualité et durable servis. Pour ce qui concerne les produits des exploitations, des ateliers technologiques qui pourraient être proposés au menu, il faut vraiment systématiser cette information. Ça se pratique, mais on le voit en fait sur presque 400 établissements qui ont répondu. La plus grosse moitié le fait, mais tous ne le font pas et c'est un peu dommage. C'est vrai que quand on anime par exemple les réseaux des représentants des élèves délégués ou les réseaux des éco-ambassadeurs à un niveau régional, la thématique alimentation durable est une thématique qui revient systématiquement comme un sujet de préoccupation pour les jeunes. Donc, n'hésitez pas à informer et à afficher à la cantine quand ce sont des produits des exploitations. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, la cinquième mesure concerne la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, l'enquête en fait a fait état de ce qui concernait le gaspillage alimentaire en restauration collective. Donc ça montrait que 49% des établissements n'avaient pas fait de diagnostic gaspillage alimentaire, mais que quand même 45% d'entre eux ont un plan de réduction du gaspillage alimentaire. Donc on a des marges de progrès là-dessus, surtout qu'en luttant contre le gaspillage alimentaire, on peut actionner un levier pour diminuer les coûts et donc augmenter l'approvisionnement en produits de qualité et durables. Je voulais juste vous faire un focus pour vous dire aussi que tout ce qui est lutte contre le gaspillage des denrées alimentaires commence aussi bien sûr au niveau de vos exploitations et ateliers technologiques. Et vous faire référence à un CASDAR qui a débuté en 2019, qui s'appelle le CASDAR, donc TAE, application, déclinaison des critères Egalim dans les exploitations de PACA. Et donc là, il y a une des actions qui vise à travailler sur la réduction du gaspillage dans 2 exploitations de la région PACA. Voilà, donc on ne manquera pas de vous communiquer les données à l'issue du CASDAR. Et enfin, donc pour terminer, voilà, en fait, juste 2 petites recommandations que l'on souhaitait mettre en avant pour essayer de faire en sorte que justement cette thématique Egalim soit vraiment un sujet collectif au niveau des établissements. C'était de pouvoir mettre en œuvre un groupe de travail au niveau de chaque établissement qui puisse regrouper bien sûr les gestionnaires ou secrétaires généraux, les chefs de cuisine, les DEA, DAT ou les exploitations partenaires, les CPE, l'infirmière et les membres de la communauté éducative, les élèves également, qui ont bien sûr leur mot à dire, pour que tous soyez mobilisés autour de la thématique alimentation durable et de qualité et que ça puisse déboucher sur des projets pérennes et structurants qui pourraient du coup intégrer complètement les projets locaux enseignés à produire autrement. Et puis la deuxième recommandation, mais je l'ai déjà dit, c'est vraiment de systématiser l'information aux convives sur les menus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Viviane Cataldo pour la suite de cette présentation. Merci à vous deux, Frédérica Lucier et Viviane Cataldo, que nous pourrons retrouver lors d'un temps d'échange à l'issue de cette séquence, qui continue avec un premier exemple de mise en œuvre dans un établissement, en l'occurrence l'EPL de Pixéricourt,
Et pour nous en parler, c'est Claudine Elbisser, qui est de la halle technologique de Pixericourt, qui va nous en faire un retour assez synthétique, si possible, pour pouvoir également permettre de vous poser des questions pour ceux que ça intéresse et susciter des questions sur le chat. Et vous allez nous présenter, j'imagine, Claudine, vous allez nous présenter votre chef cuisinier de l'établissement. Je vous laisse nous faire cette présentation dans son ensemble. Bonjour à toutes et à tous, donc Claudine Elbisser, je suis donc enseignante en génie industriel dans le BTS Industrie agroalimentaire qui est devenu le BTS Sciences et Technologies des aliments. Je suis également responsable d'une halle de technologie depuis 2012 et je suis référente enseignée à produire autrement pour l'EPL depuis le début, soit depuis 2014. Alors, ce que je vous propose pour vous faire partager notre expérience sur l'application de la loi Egalim au niveau de notre EPL, c'est d'aborder, alors je ne sais pas si quelqu'un peut lancer le diaporama, s'il vous plaît, c'est de vous faire une présentation en 3 points. Tout d'abord, de vous présenter le contexte, c'est-à-dire notre EPL, qui me semble être un contexte favorable à l'application de la loi Egalim. De vous présenter également les travaux que nous avons réalisés avant la loi et qui, quelque part, nous avons pu tenir compte des résultats pour poursuivre notre travail depuis la parution de la loi, du 1er novembre 2018. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par le contexte établissement. Alors, si vous voulez, pourquoi notre EPL me semble être un contexte favorable à la mise en œuvre de la loi Egalim? Mais tout simplement parce que nous proposons une offre de formation qui est au service des métiers de la chaîne alimentaire. En effet, nous avons des formations, un dispositif de formation qui concerne le maillon de la chaîne alimentaire production, avec une offre de formation de niveau 5 jusqu'au niveau 3, BTS, PA, GPN et AXE. Et bien évidemment, à cette offre de formation sont associés des outils qui sont des outils d'appui à la formation, mais également à l'expérimentation avec notre exploitation agricole. Je pense que Jérôme Joubert serait plus à même que moi à en parler. Et nous avons 16 hectares d'espaces verts naturels, ce qui nous permet de conduire des projets de gestion différenciée des espaces. Suite à ce maillon production, eh bien, se trouve bien évidemment le maillon transformation avec 2 outils, la halle de technologie et le service restauration collective de notre établissement. Et l'offre de formation n'est pas inintéressante puisque nous avons donc des BTS, STA par apprentissage et au niveau du lycée. Et nous avons également une formation pour adultes, économe gestionnaire de collectivité, que nous avons bien évidemment mobilisé dès le début. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on produit, on transforme, mais bien évidemment, à un moment donné, on est appelé à distribuer. Et il s'avère que l'exploitation agricole de Pix accueille en ses murs un GIE, un magasin de vente directe, les terroirs de Stanislas. Donc, on a un certain nombre de producteurs et en l'occurrence, l'exploitation agricole de Pix met en vente quelques produits. Et enfin, eh bien, Pixericourt, bien évidemment, le consommateur y est bien présent, puisqu'au sein de notre établissement, nous avons un service restauration qui le midi accueille 400 usagers et le soir 250. Alors, nous avons effectivement des apprenants qui sont majoritairement des demi-pensionnaires. Donc voilà, et nous avons également un foyer socio-culturel où on se donne la possibilité, au travers d'un club valorisation des produits issus de la halle, de donner à déguster, à découvrir les produits testés au niveau de la halle de technologie. Alors, si vous voulez, je pense que cette offre de formation au service de la chaîne alimentaire ainsi que les outils qu'on vient d'énumérer sont en faveur en fait d'actions transversales, de projets transversaux qui favorisent en quelque sorte le décloisonnement des acteurs de la chaîne alimentaire et ce qui me semble être un des objectifs de la loi Egalim. Alors, charge à nous, au niveau de l'EPL, de fédérer ces acteurs de la chaîne alimentaire pour mettre en commun leurs compétences et ainsi pour favoriser la transition alimentaire, voire l'éducation à la transition alimentaire. Alors, comment avons-nous commencé? On peut passer à la diapo suivante. Par travailler
sur des chantiers, des projets avant la loi Egalim qui, quelque part, sont venus nourrir nos actions par la suite. Bien, si vous voulez, avant la loi, on a souhaité participer à l'application des politiques publiques, le PNE, le PNNS, mais également le plan protéines végétales 2014-2020. Et il s'avère que dès 2012, la halle de technologie a été sollicitée par des producteurs du territoire qui souhaitaient valoriser leur production agricole. Et donc, la valorisation passait par le biais de la transformation, sachant que les produits transformés étaient destinés autant aux consommateurs circuit court, mais également à la restauration collective. Ce que nous avons décidé dès 2013, comme vous le voyez sur cette diapositive, c'est de mobiliser des dispositifs qui nous ont permis de dégager du temps et des moyens pour pouvoir répondre à ces besoins de territoire. On a ainsi bénéficié pendant 4 ans d'un tiers-temps sur la valorisation des produits agricoles. Nous avons également, de 2014 à 2015, mobilisé une bourse, ça ne figure pas là, mais mobilisé une bourse formation innovation agricole qui nous a été proposée par le Conseil régional de Lorraine. L'objectif était de valoriser cette fois-ci des productions végétales pour des circuits courts. Nous avons ainsi accompagné pendant 2 ans un groupe de maraîchers bio qui souhaitaient valoriser des invendus, mais valoriser également des moches, des déclassés, par le biais de la transformation, de manière à élargir le panel de produits proposés en vente directe. Et ça nous a amené en 2014 à certifier la halle de technologie en certification bio uniquement pour la transformation de végétaux. Suite à ça, nous avons été interpellés en 2014 par un groupe de producteurs de légumineuses lorrains et nous avons donc mobilisé le dispositif CASDAR TAE de 2015 à 2017 au travers d'un projet valorisation de ces protéagineux lorrains dans l'objectif d'élaborer des produits adaptés à l'alimentation humaine, aussi bien commercialisés en circuit court, mais également en restauration collective. Donc, ce que je vous propose de découvrir maintenant, c'est qu'effectivement, pour la diapo suivante, merci, effectivement, ce CASDAR a eu pour objectif en 2015 de travailler avec nos producteurs lorrains de légumineuses qui étaient convaincus, si vous voulez, de l'intérêt agronomique des légumineuses, mais en fait, dans le cadre des points de vente directs, il était important pour eux de convaincre le consommateur de l'intérêt nutritionnel et organoleptique de ces petites graines. Il fallait, en quelque sorte, réintroduire ces légumineuses en alimentation humaine, puisque, eh bien, ma foi, elles sont bien souvent oubliées des consommateurs et on voit que ça commence grandement à changer. Alors, notre objectif avec ce groupe de producteurs, ça a été de connaître les protéagineux cultivés en Lorraine, de découvrir leurs propriétés technologiques et fonctionnelles. Et enfin, comme vous le voyez sur la diapo, nous avons travaillé sur la proposition de produits à base de légumineuses, autant pour la cible consommateur circuit court. Voyez-vous, on a proposé des produits salés et également des produits sucrés, en l'occurrence des crackers pour l'apéritif, à base de farine de lentilles, de farine de pois, avec également de la farine de blé, mais également des modifications de formulation de pâte à pizza, avec un conjugué farine de blé, farine de légumineuses, en l'occurrence de lentilles. Nous avons également travaillé sur des galettes et des desserts, type madeleine et des goûters, biscuits sucrés. Nous avons également mis au point une crème sucrée de lentilles. Voilà pour la cible consommateur circuit court. Et avec ce groupe de travail et des chefs cuisiniers, nous avons travaillé sur la cible restauration collective. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter notre chef cuisinier qui va vous relater effectivement le travail que nous avons réalisé avant la loi, mais aussi depuis la loi. Donc, il s'agit de Patrice Bello,
avec qui nous travaillons de concert depuis 2014. Voilà, le temps, voilà. Bonjour, Patrick agricole de Plexeret-Court. Mon équipe se compose de 2 cuisiniers et 4 agents de service. Notre effectif actuel est de 400 usagers le midi et 250 le soir. Depuis à peu près 4 ans, un nombre d'usagers nous ont demandé des plats à base de légumineuses. En quelques années, la quantité de plats végétariens a augmenté de 5 à 50 portions, soit 10% à ce jour. Ils sont proposés à chaque service. Rentrent dans la composition de ces mets des produits bio et de proximité, tels que les lentilles, pois chiches et sarrasin. En partenariat avec la Halle, nous avons créé depuis 2018 un concours annuel autour des légumineuses de Lorraine. Ceci pour mettre en valeur leur qualité nutritive et pouvoir diversifier les menus proposés. Par la suite, différentes recettes ont été proposées à nos convives. De plus, en 2019, nous avons construit un groupe de travail constitué d'un chef de cuisine central, d'un chef de collège, un service civique de la Halle et moi-même, pour fabriquer à tour de rôle un menu à base de légumineuses. Entrée, plat, dessert, réalisable en collectivité. Voici quelques actions mises en place au sein de l'établissement au sujet de la loi Egalim. Donc, voilà un peu de relater effectivement des travaux que nous conduisons toujours avec notre service restauration. On peut peut-être passer à la diapo suivante, merci. Donc, effectivement, Patrice Bello fait référence à un concours annuel, hein, un Top Chef 1, 2, 3 léguminés en restauration collective qu'on a débuté en 2017. Si vous voulez, c'est pour nous, au niveau du service restauration, l'occasion d'accueillir des chefs cuisiniers de l'extérieur. Au début, maintenant, nous avons un chef cuisinier de l'équipe qui participe à ce concours. Et nous avions également parfois un stagiaire qui fait partie de la promotion économe gestionnaire de collectivité. Hein. Donc, un cahier des charges leur est remis avec, je dirais, en termes d'approvisionnement, on retrouve, si vous voulez, hein, les attendus de la mesure 1. Et puis, je dirais qu'en termes de menus, diversité de menus, on retrouve des attendus de la mesure 2 de la loi Egalim, hein, puisqu'on était dans l'objectif de diversifier les protéines et donc de rééquilibrer l'assiette d'un point de vue protéique. Hein. Et donc, si vous voulez, ce concours est conduit avec des étudiants BTS STA, mais également GPN, qui sont les commis. Un chef cuisinier, donc à 2 commis. Hein. Et donc, ces menus sont évalués par un jury et l'entrée, le plat et le dessert vainqueurs sont ensuite retravaillés dans l'année avec notre équipe de chefs de cuisine et elles sont donc proposées à nos 400 usagers. Hein. Donc, l'objectif, si vous voulez, c'est vraiment eh bien, de diversifier les menus, hein, et de faire découvrir, apprécier les légumineuses à nos consommateurs, bien évidemment, et puis d'accompagner tout doucement le changement des habitudes alimentaires, hein, et ce, bien évidemment, au bénéfice de la santé. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la diapo suivante. Alors, avant la loi, la parution de la loi, en fait, en 2018, nous avons pris le temps de formaliser nos résultats, hein, et de les mettre en ligne. Donc, ce que je vous propose, hein, vous avez en haut à droite là l'adresse du site. Hein. Ce site, il est à consulter sans modération. Hein. Vous allez y retrouver 3 rubriques. Une rubrique où on présente, il y a une présentation des légumineuses qui sont cultivées en Lorraine, hein, une fiche par légumineuse cultivée. Nous avons également une cartographie des producteurs lorrains et par producteur une fiche descriptive de leur activité générale en termes d'exploitation agricole avec un zoom sur leur activité de culture des légumineuses avec surface cultivée, volume récolté et les réseaux de distribution. Hein. Et alors, je vous invite à consulter la rubrique recettes.
vous avez des entrées, des plats et des desserts à base de légumineuses. Vous avez à droite un petit flyer parce que l'objectif, si vous voulez, avec le groupe de producteurs qui cultivent des légumineuses en Lorraine, les producteurs souhaitaient donner des idées de recettes à leurs consommateurs circuit court pour qu'ils sortent du lentilles saucisse et autres produits à base de légumineuses qu'on a l'habitude de consommer. Donc voilà, ce flyer est distribué dans les points de vente des producteurs. Et puis, au cours de ces années, nous avons également mis au point un petit mix de gâteaux, donc un mélange de poudre, donc céréales, légumineuses, un peu de sucre, et j'en dirai pas plus, il suffit de rajouter des œufs, de la crème ou du beurre, et vous avez soit un moelleux, soit un cake qui est vendu donc à notre GIE, donc au terroir de Stanislas. Donc voilà, je pense que ce temps de la formalisation des résultats, des travaux et de la mise à disposition au plus grand nombre était pour nous important. Et on en vient à la présentation de notre expérience depuis la loi. Mais depuis la loi, nous continuons à travailler avec les producteurs, avec les chefs cuisiniers, pour diversifier les menus en restauration collective, hein, ceci dans un souci de rééquilibrage protéique des assiettes. Hein. Donc, on est là sur la mesure 2 de la loi Egalim. Et puis, nous accompagnons nos producteurs dans la valorisation de leurs légumineuses, puisqu'ils louent la halle et ils élaborent des produits qui ensuite mettent en vente directe. Je vais vous citer des farines de lentilles complètes ou mousse de lentilles en conserve. Alors, voilà un peu, je dirais, pour ce qui est de la suite des travaux que nous conduisons avec nos producteurs. Et puis, il s'avère que lorsque nous avons pris connaissance de la loi, il nous a semblé important de la porter à la connaissance du plus grand nombre. Et donc, effectivement, on peut passer à la diapo suivante. C'est poser la question de comment donner à découvrir cette loi qui nous semble très importante dans son approche systémique. Et donc, avec 5 personnes, enfin, nous étions un groupe de 5 personnes, nous avons décidé en 2019, de mars à mai 2019, de créer un jeu qu'on a appelé Enigmalim. Ce jeu, donc, c'est un jeu qui se joue en équipe de 4 à 6 joueurs, d'une durée de 1h30 à 2h. Il s'agit en fait d'un escape game sous la forme d'énigmes, donc c'est un unlock. Et donc, les énigmes sont à résoudre et permettre de découvrir les grands axes de la loi Egalim. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, pris appui sur l'infographie de la loi Egalim du ministère de l'Agriculture. Et si vous voulez, ce jeu, eh bien, depuis le 6 mai 2019, nous avons fait jouer plus de 500 apprenants pour leur permettre de découvrir cette loi de manière globale, mais également nos collègues de PL et le grand public. Mais nous avons également décidé de donner à découvrir la loi à des professionnels de la restauration collective et à des producteurs. Et je dirais que c'est très important et très intéressant de faire jouer ces professionnels parce que bien souvent, ils connaissent les articles de la loi qui les concernent, mais ils n'ont pas l'approche systémique de la loi. Or, cette loi, si vous voulez, elle mettrait vraiment en évidence l'intérêt des liens entre les acteurs et leur interdépendance à ces acteurs et l'importance de l'équilibre des liens entre ces acteurs en faveur d'une alimentation saine, durable, de qualité et bien évidemment ceux en faveur de la santé de tous. Alors, pour terminer, à partager cette expérience, nous sommes en partenariat, on peut passer à la diapo suivante, nous sommes en partenariat depuis 2018 avec le Conseil départemental de Lorraine dans le cadre du PAT Sud 54. Alors, je ne sais pas, on peut passer donc à la diapo suivante. Merci. En effet, si vous voulez, le PL 54 est partenaire du PAT depuis 2018 à 2 titres. Nous travaillons sur le recensement, la mobilisation des outils de transfo du territoire, voire l'implantation de nouveaux outils pour valoriser les productions, notamment pour les préparer à leur entrée en service de restauration, donc plus sur des produits de 4e gamme, carottes râpées, etc. Et le conseil départemental, qui a participé à certains top chefs, 1, 2, 3 léguminés en restauration collective, nous a demandé de monter une formation
pour les personnels des services restauration de collège d'une part et pour les personnels de services restauration d'EHPAD d'autre part, de manière à les amener à mieux découvrir la loi Egalim. Hein. Ils ont découvert notre jeu Enigmalim. Donc voilà, la découverte d'Enigmalim plus les Top Chefs, ça a permis, alors on peut passer à la diapo suivante, au CFPPA de Pixérécourt de proposer une action de formation de ces personnels de collège d'une part et d'EHPAD d'autre part, une formation en 5 modules. Le premier module a pour vocation de donner à découvrir la loi Egalim. On utilise notre jeu Enigmalim. Nous en profitons pour leur expliquer l'importance de l'opérationnalisation de cette loi sur le territoire au travers du PAT Sud 54. Et nous abordons bien évidemment la question du sourcing, la question des approvisionnements, donc sur la mesure 1. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons constater au travers des échanges dans le cadre des temps de formation, c'est que les personnels de cuisine ont du mal à, si vous voulez, répondre aux enquêtes sur la mesure 1, puisque la connaissance des signes de qualité, ce n'est pas si évident que ça pour eux. Donc, il y a effectivement un travail d'accompagnement et nous les accompagnons aussi sur les dispositifs existants pour favoriser les produits de proximité. Il y a des plateformes en Lorraine qui sont un trait d'union entre les producteurs et les services restauration. Donc, on les porte à leur connaissance pour bien évidemment répondre à la mesure 1 de la loi Egalim. Nous avons un module 2 qui est très intéressant, si vous voulez, me semble-t-il. C'est un module qui se réalise dans chacune des cuisines, puisqu'en formation, on a les chefs cuistots, et donc on donne un cahier des charges à l'équipe de cuisine de chacun des collèges et de chacune des EHPAD. Pour l'instant, on a commencé les collèges. Hein. On va continuer sur le début 2021. La situation crise sanitaire nous a amené à suspendre certains Top Chefs. Et donc, voilà, ils ont un cahier des charges et l'équipe de cuisine, voilà, se mobilise pour répondre à des attentes d'approvisionnement spécifiques qui sont en lien avec la mesure 1. Ça leur permet aussi de faire un point en quelque sorte sur les appros habituels et comment les faire bouger, comment faire bouger les lignes. Et ensuite, ils réfléchissent à un menu entrée plat dessert, produits de saison, parfois légumineuses, pour les collèges, pas les EHPAD. Et donc, voilà, si vous voulez, comme on réalise ces Top Chefs dans chaque collège, nous avons des recettes entrées, plats, desserts qui sont ensuite formalisés et mis au plus grand nombre. La formalisation, c'est le module 3 et la diffusion, c'est le module 5. Et le module 4, on a, si vous voulez, proposé un module 1, 2, 3 légumineux en restauration collective où on leur fait partager notre expérience. Hein. Donc voilà, moi, pour conclure, cette formation, si vous voulez, vraiment, elle nous a permis de partager notre expérience, mais je peux vous assurer que à chaque regroupement de chefs cuisiniers et lorsque nous nous rendons dans les cuisines, nous enrichissons notre expérience sur la loi Egalim et surtout sur son opérationnalisation en faveur, bien évidemment, de la santé de tous. Juste la dernière diapo. Voilà, je voudrais terminer par cette diapo. Alors, il n'y a pas tout le monde, mais vous savez, ce qui vient de vous être présenté, c'est vraiment le résultat de rencontres. C'est très important. De rencontres de professionnels du monde agricole, de professionnels des services restauration, de chefs cuisiniers, c'est des gens qu'on réussi à mobiliser, des apprenants, hein, puisque nous avons nos gestionnaires économes de collectivités qui ont grandement participé, de nos enseignants, formateurs, d'enseignants-chercheurs, puisqu'on travaille avec l'Université de Lorraine sur ce chantier, mais également merci à nos services civiques. Nos services civiques nous aident grandement à avancer et à formaliser. Il y en a un dans le bureau, là, il n'est pas loin de moi, monsieur Jonas Jacob-Weber. Et voilà, ils nous permettent d'avancer sur notre projet et de continuer la formalisation, la réactualisation du site. Donc, merci à eux. Et je peux vous dire que toutes ces personnes, ce sont vraiment des acteurs de la chaîne alimentaire qui sont convaincus de leur interdépendance et qui sont soucieux de leur santé. Donc, merci à eux. Et merci à vous pour votre écoute.
Merci à vous, Claudine Elbisser. Je ne doute pas que si les participants en avaient l'occasion, vous entendriez quelques applaudissements. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater sur le chat. Juste pour vous dire que beaucoup vous remercient, vous félicitent et vraiment, sincèrement, félicitations et bravo pour toutes ces initiatives, pour toutes ces actions, puisque ce ne sont pas que des idées, mais des mises en œuvre concrètes. Merci pour ce retour d'expérience particulièrement passionnant. Beaucoup de questions, j'ai vu passer des questions sur le chat qui se demandent si un certain nombre de vos dispositifs sont disponibles, ou le jeu par exemple, etc. Donc je pense qu'il y a des investigations qui vont avoir lieu en ce sens. Le jeu, il est, si je peux me permettre, excusez-moi, le jeu, oui. il est disponible, il est en ligne. Si vous voulez, ce jeu nécessite une formation D'accord, préalable. donc un accompagnement, d'accord. Oui. Et puis je signale également, juste en passant, avant de passer à la séquence suivante, puis à la séquence de questions, que Claire Durox, animatrice réseau thème enseignement agricole, a continué sur le chat à jouer les documentalistes et nous a fait une revue de presse et une revue de documentation très approfondie, et vous avez un certain nombre de liens, j'ai cru voir passer, pour retrouver un certain nombre de choses que vous avez pu évoquer, Madame Elbisser. Alors, vous m'avez fait une petite frayeur tout à l'heure parce que j'ai cru que vous destiniez vos communications et vos actions aux anti-saucisses avant de comprendre que vous parliez d'une alternative à l'anti-saucisse, à la lentille saucisse. Voilà. Voilà. Et sans jeu de mots, merci encore, vous nous avez vraiment régalé lors de cette présentation. Je vous propose de passer à la toute dernière présentation de cette journée qui concerne les dispositifs d'amplification au niveau national. Alors bien sûr, Madame Elbisser, vous restez avec nous puisque certainement des questions vous seront adressées ultérieurement. Je vous propose de couper votre micro pour le moment avant de prendre connaissance des questions qui vous seraient destinées. Pour parler de ces dispositifs d'amplification au niveau national, c'est Sylvie Robert qui est coordinatrice de l'action 4.2 du plan EPA2, c'est-à-dire l'action de la mise en œuvre de la loi dans les établissements, qui va nous parler des organisations existantes et des outils collectifs en EPL pour la mise en place de la loi Egalim. Et vous nous parlerez dans la foulée, Madame Robert, de la feuille de route pour l'insertion dans les projets d'établissement et les plans locaux enseignés à produire autrement. Merci pour cette toute dernière intervention d'une quinzaine de minutes avant de passer à la dernière séquence de questions de cette journée. Questions qui vous seront résumées, agrégées, proposées par Dominique Didlot et peut-être Espérance qui participe à cette modération. Espérance Bandlé qui nous feront part de ces questions tout à l'heure. C'est à vous, Madame Robert. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Nous vous entendons. Parfait. Bonjour à tous. J'espère que pour tous les participants, il vous reste un peu d'énergie, que vous n'avez pas envie d'aller tout de suite en cuisine après la magnifique expérience qui nous a été dévoilée par Claudine, parce que c'est vrai que ça donne envie effectivement de se mettre en action, et c'est aussi le but de ces journées. Alors je voudrais rebondir justement sur ce que Claudine disait tout à l'heure, que finalement toutes ces actions, tout ce programme qu'elle nous a dévoilé, c'était le fruit de rencontres, d'un résultat de nombreuses rencontres qui ont permis justement de se dynamiser. Et justement, l'idée du groupe de travail que j'anime, pas toute seule, hein, en l'occurrence, on est un petit groupe travaillé au niveau national pour essayer de déployer toutes ces expériences et de les faire partager, c'est justement de favoriser la rencontre et de faire en sorte que ça infuse au niveau de chacun des établissements dans toutes les régions. Du coup, on peut peut-être présenter un peu les diapos. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait passer les diapos. Super. Alors, l'intitulé de l'intervention est un petit peu ambitieux. J'ai réduit parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont été présentées. Vous avez sans doute déjà repéré beaucoup d'exemples que vous allez pouvoir utiliser pour vous inspirer. Moi, ce que je voudrais évoquer là, pour terminer ce temps sur Egalim, sur la loi Egalim et sa mise en œuvre dans les établissements, c'est la mise en route notamment d'un nouveau groupe de travail qui a été donc dédié dans le plan EPA2 à cette collaboration, à cette fructification des uns par les autres. Ce groupe de travail, dans la diapo qui suit, qui vous est présenté succinctement, il vient de se mettre en place. Il fait partie donc des nouvelles actions qui permettent d'appuyer, puisque moi je ne l'ai pas dit, mais je fais partie effectivement de l'équipe nationale d'appui, au sein notamment de l'Institut Agro à Florac, où on regroupe des personnes qui sont au service des établissements pour essayer justement de favoriser la mutualisation et de répondre aux besoins de formation quand il y en a.
le cas échéant, là sur Egalim, c'est quand même une dynamique sur laquelle il y a des besoins de formation, on y reviendra. Alors dans ce groupe de travail, effectivement, vous voyez, hein, l'idée c'est d'avoir des représentants de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont être concernés, sont déjà concernés par la thématique Egalim. Vous voyez, la DGER, la DGAL, les SRAL, je passe en revue rapidement, les chargés de mission ADT, ADEI en région, évidemment aussi les animateurs réseau thème, et puis les ENA. Donc, effectivement, le groupe de travail s'est réuni, alors c'est tout nouveau, il s'est réuni la première fois en visio, vu le contexte, le 23 octobre dernier, pour se dire, ben voilà, du coup, dans le plan EPA2, c'est une finalité qui est importante, qui est inscrite vraiment fortement, d'incarner les objectifs de la loi Egalim en matière de restauration collective dans nos établissements d'enseignement agricole. Alors, pour 2021, vous avez sous les yeux les objectifs pratiques qu'on s'est donnés, sachant que ce groupe de travail se veut national quelque part, mais d'abord interrégional, au sens où c'est pour nous l'occasion de mettre en place un carrefour finalement d'échanges. Alors le but, c'est de partager les ressources, les initiatives des régionales. Vous en avez eu déjà un petit peu des exemples cet après-midi, hein, des indicateurs de réussite, des difficultés, des leviers, des besoins, de façon à pouvoir partager les choses qui font avancer, les leviers surtout, qui permettent de dépasser les difficultés qu'on rencontre dans la mise en œuvre concrète dans nos quotidiens. Donc, c'est d'abord un lieu d'échange, de concertation. Et on s'est dit que pour ça, déjà, on pouvait s'appuyer sur des initiatives existantes ou prometteuses en établissement. Tout le monde n'a pas forcément la chance de participer à des temps d'échange comme aujourd'hui, où on peut s'inspirer les uns des autres. Donc, on s'est dit peut-être ça serait intéressant de produire des capsules vidéo ou des documents, sans doute on fera les deux d'ailleurs, hein, assez courts mais opérationnels, qui permettent de se faire passer les bonnes pratiques d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre. Le but étant de favoriser effectivement le passage à l'action, parce que voilà, nous avons des échéanciers et puis il y a une attente forte aussi de la société pour qu'on avance. L'autre objectif, c'est aussi de concevoir un programme de formation qui puisse répondre à vos besoins. Alors, je dis vos besoins au sens large, ça concerne les équipes EPL. Tout à l'heure, il a été question de mobiliser, par exemple, les gestionnaires, les chefs de cuisine. Ça concerne aussi les enseignants, parce qu'on souhaite évidemment ne pas négliger la dimension pédagogique. C'est vraiment l'ensemble de l'établissement qui peut être concerné, qui doit être concerné, et qui peut être mis en mouvement autour de cette thématique alimentation. Donc voilà, l'idée c'est d'identifier vos besoins. Alors certaines régions ont déjà bénéficié de précédentes sessions de formation. Là, l'idée c'est de reprendre tout ça et de les adapter si besoin, et puis de pouvoir, avec les chargés de mission ADT, ADEI en région, répondre du coup de région en région aux besoins. Je dirais que tout ça, ça doit être évidemment fait en lien avec les projets CASDAR, par exemple, les projets CASDAR sur la transition agroécologique qui sont engagés. Pour exemple, les derniers qui ont été agréés, là, les 7 derniers qui ont été agréés en 2020, parmi eux, il y en a 2 qui portent sur la dimension Egalim, par exemple. Pareil dans les projets RMT. Certains parmi vous participent certainement à des projets donc, de réseau mixte technologique. Et c'est pareil, dans ces thématiques, il y en a qui concernent aussi l'alimentation. Donc l'idée, c'est, j'allais dire, de ne pas réinventer l'eau chaude, mais par contre, de s'appuyer les uns sur les autres pour faire remonter les bonnes pratiques, les ressources intéressantes. Donc tout à l'heure, il y a un certain nombre de leviers déjà qui ont été évoqués par les interlocuteurs précédents, hein. Par exemple, évidemment, le fait de pouvoir identifier et intégrer les EPL dans les projets alimentaires de leur territoire, ça paraît incontournable, et c'est vraiment un levier important. Les formations actions aussi dont je parlais, hein, qui ont déjà été mises en place dans 2 régions, notamment PACA et Corse. Aujourd'hui, on a des demandes, par exemple, pour Centre-Val de Loire et Normandie. Je vous renvoie un peu la balle en disant, voilà, si vous avez dans votre secteur, dans votre région des besoins, n'hésitez pas à les faire connaître, de façon à ce qu'on puisse se démultiplier autant que possible. Il y a aussi en interne tout un tas de leviers, j'allais dire. Tout à l'heure, on a entendu parler du dispositif éco-responsable. Il y a aussi les commissions restauration.
Donc, ce sont des rencontres, des lieux de rencontre aussi et d'échange à partir desquels on va pouvoir démultiplier des marches. En vrac, j'ai envie de dire, n'oublions pas non plus les appels à projets de chaque région. Aujourd'hui, les régions sont quand même très mobilisées sur ces sujets et on le voit, elles ont des manières un peu différentes parfois de se lancer dans des appels à projets et surtout de lancer les établissements dans des appels à projets, mais voilà, tout concourt finalement aux objectifs de la loi Egalim. Voilà, j'oublie certainement des dispositifs, mais l'idée, c'est d'être un peu en veille de tout ce qui peut finalement rassembler les uns et les autres autour de cette même thématique. Du coup, la dernière diapo, j'ai voulu faire vite parce que je me doutais qu'en étant à la fin de la journée, il ne fallait pas trop s'étendre. Je me suis dit que c'était important aussi de vous dire que vous, de là où vous êtes aussi concernés et vous pouvez participer, bien entendu. En identifiant, alors j'ai noté par exemple quelques exemples, sans doute pas exhaustifs, en identifiant les thématiques Egalim sur lesquelles vous pouvez agir. Alors évidemment, tout à l'heure, on a entendu Viviane Cataldo nous parler à travers le résultat d'enquête des leviers qui étaient les produits endogènes, l'information aux consommateurs, le gaspillage. Tout ça, ça peut être des axes qui constitueront des actions à mettre, par exemple, dans les PLEPA, vous savez, les fameux plans locaux enseignés à produire autrement qui sont en cours de préparation un peu partout aujourd'hui dans tous les établissements. Il y a déjà eu des rencontres, je ne sais pas si vous y étiez, pour parler un petit peu des outils qui étaient à notre disposition pour constituer ces PLEPA, l'outil de positionnement, l'entretien stratégique, la démarche stratégique, par exemple aussi, la matrice SWOT, je parle peut-être un peu chinois, vous me direz, dans les questions. Tout ça, ce sont finalement des moyens qui vont pouvoir vous permettre d'entrer dans ces projets-là et d'intégrer surtout la thématique Egalim. Parce que finalement, les établissements sont à la fois des lieux de production, ce sont des lieux de transformation aussi bien souvent, et puis ce sont aussi des lieux de consommation. Donc on peut prendre la thématique Egalim par tous les bouts qu'on veut dans l'établissement, c'est assez chouette. Vous pouvez aussi participer à la collecte d'informations, aux enquêtes qui permettent de savoir un petit peu où chacun en est. Il y a déjà eu cette fameuse enquête qui vous a été présentée tout à l'heure qui a permis de dresser l'état des lieux T0, sachant que c'est un T0 un peu fictif. Il y a des gens qui étaient déjà lancés sur la thématique ou qui avaient déjà cette dimension alimentaire. En tout cas, l'idée, c'était de faire un point de situation et puis régulièrement de revenir vers vous pour savoir comment ça avance. Donc, voilà, on vous invite à participer à ces enquêtes. Nous, on essaiera au niveau de notre groupe de travail national, interrégional, j'ai envie de dire les deux, de se coordonner pour éviter que vous soyez submergés d'enquêtes, parce qu'on le sait, tout le monde a envie de savoir comment ça avance, si ça avance bien, assez vite pour répondre aux attentes, et donc ce n'est pas évident. Mais bon, on vous invite quand même à essayer de répondre à vos enquêtes, même si on n'arrive pas toujours à se coordonner aussi vite qu'on le voudrait. N'hésitez pas non plus à ne pas attendre ces enquêtes pour pouvoir faire connaître vos initiatives, ça paraît important aussi. On a vu, par exemple, dans les derniers exemples qui ont été évoqués, que voilà, sans doute chaque EPL regorge d'idées et d'initiatives, et ça peut être utile aux autres. En témoignant aussi de vos questionnements, de vos besoins, parce que ça nous aidera à proposer un plan d'action et surtout de formation qui répondent à ce que vous avez besoin pour passer à l'action. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des formations, actions qu'on pense pouvoir démultiplier dès que possible en se rendant auprès de vous. Alors, pour ça, je fais appel aussi aux chargés de mission ADT, ADUI en région parce que les chargés de mission sont vraiment les plus proches du terrain à ce niveau-là pour pouvoir coordonner la mise en place de ce genre de dispositif. Voilà, donc auprès de qui vous avez quelques propositions, donc vos chargés de mission ADT, ADUI, les animateurs réseau thème. Alors vous savez peut-être, pour ceux qui sont particulièrement impliqués sur la thématique Egalim, que Karine Boutroux est partie vers de nouvelles aventures. C'était elle qui était chargée plus particulièrement de la dimension alimentation dans le réseau thème. Aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait remplacée, que je sache. Mais voilà, on a toute l'équipe du groupe de travail qui est là. Et puis, dès qu'elle sera remplacée, on fera aussi appel à l'animateur ou l'animatrice réseau thème. Et puis, alors, je me suis permis de mettre mon mail comme ça vous fait au moins une référence, mais je ne suis pas toute seule, encore une fois. Dans les établissements nationaux d'appui, donc vous avez l'ENSFEA avec Marie-Angéline Amagne, par exemple. Je cite quelques noms que vous connaissez peut-être. La Bergerie nationale avec Christian Lepetier, par exemple. Vous connaissez sans doute aussi Claire Ergotte, ici aussi, ou Roger Brouet à Florac. J'en oublie certainement, vous m'en ferez d'excuses, mais l'idée, c'est qu'effectivement, vous avez
des correspondants qui sont là pour vous aider et auprès desquels vous pouvez prendre attache pour faire connaître vos besoins ou vos propositions. Voilà, donc l'idée dans tout ça, finalement, il y a aussi une idée qui a été tout à l'heure évoquée, c'est si possible, on aimerait bien que la mayonnaise prenne aussi, donc non seulement en interrégion, en se partageant les infos, et dans les établissements eux-mêmes. Tout à l'heure, Viviane évoquait l'exemple de PACA avec l'existence finalement d'une équipe au sein de l'EPL dans laquelle est prise en charge la dimension EGalim, que ce soit au niveau pédagogique, au niveau de l'approvisionnement et de la cuisine, et puis que ce soit au niveau de la production sur l'exploitation. On pourrait aussi imaginer qu'on développe ce genre d'initiative à toutes les régions. Donc, je lance un peu la bouteille à la mer, c'est l'occasion. En tout cas, nous, dans le groupe de travail, c'est une dimension qu'on a envie de travailler. De même qu'on a envie de travailler le déploiement d'un réseau un petit peu de correspondants à l'échelle de chaque région, de correspondants des établissements sur la thématique EGalim, de façon à favoriser encore une fois les échanges. Alors tout à l'heure, on parlait échange de produits, échange de bonnes pratiques. Vous voyez, alors, les idées ne manquent pas, les initiatives non plus. Et pour conclure, je dirais que voilà, finalement, c'est une très belle thématique pour allier à la fois la réponse à des attentes de la société vis-à-vis de la durabilité, à des évolutions réglementaires aussi, à un contexte économique, environnemental qui évolue, et en même temps d'allier, j'allais dire, le plaisir et la créativité. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui seront possibles et on reste à votre écoute. Merci beaucoup Sylvie Robert, merci pour cette présentation, la dernière de la journée comme vous le savez. Bravo de manière générale à tous nos intervenants et surtout intervenantes, pour celles qui viennent de se succéder, pour avoir bien voulu se prêter à cet exercice de concision malgré toutes les infos qu'elles pouvaient nous transmettre. Nous avions envisagé de terminer cette journée par une séance de questions-réponses à 17h35 environ. Je crois que c'est difficile de faire beaucoup mieux pour être parfaitement dans les temps comme prévu. Donc, la parole est à vous, auditeurs, participants à cette journée qui est longue, je le sais, mais qui va bientôt toucher à sa fin, non sans vous avoir entendu poser vos questions par la voix notamment de Dominique Didlot qui se fera votre interprète pour essayer d'identifier les questions les plus récurrentes ou les plus importantes pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, questions qui vont concerner l'ensemble de cette quatrième et dernière séquence de la journée consacrée à la loi EGalim, donc qui pourront s'adresser à Frédéric Caluissier, Viviane Cataldo, Claudine Elbisser ou Sylvie Robert. Ce que je retire là en fin d'après-midi, c'est qu'il y a des choses sur la formation, en fait, des questions qui se posent sur la formation pour les gestionnaires, les chefs de cuisine. Il y a quelques formations qui sont proposées, mais bon, voilà, je retire qu'il faut expliquer aux gestionnaires et aux chefs de cuisine comment sont produits les produits agricoles, les appels d'offres, etc. Enfin bon, il y a tout plein de questionnements autour des formations. Au niveau de la communication, comment le groupe national EGalim a prévu de communiquer sur les ressources, les expériences et les formations sur le sujet. On rebondit sur tout ce qui est formation. Il y a un sujet sur les prix. Apparemment, les prix sont considérés comme trop chers en fait. Les gestionnaires, j'ai relevé, trouvent les prix trop chers. Donc, il y a un sujet là-dessus. Alors, en même temps, vous avez cheminé et il y a eu des questions et des réponses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, ben, moi, j'ai placé 2 kilos de potimarron, moi, j'enlève les tomates l'hiver, je fais de la soupe, etc. Donc, il y a bien des réponses aussi à cette question des prix, en fait. Et puis, il y a une question aussi de travail d'équipe. Voilà, on voit que si tout le monde ne s'y met pas, gestionnaire, directeur de cantine et le personnel de l'EPL, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, moi j'ai relevé plutôt des pôles d'interrogation et peut-être que Dominique, lui, saura mieux le traduire que moi en question. En fait. Et si quand même une question qui s'adresse qui est générale, mais qui s'adresse à Madame Elbisser, c'est est-ce qu'il y a eu des freins
dans ce qu'elle nous a raconté sur son projet qui est formidable, en fait, puisqu'elle a parlé de toute la réussite, mais pas forcément des contraintes. Et puis, quand même, on retrouve le lien alimentation-changement climatique. Voilà, c'est quelque chose qui se retrouve dans vos échanges. Et probablement que j'ai oublié des choses. Il y a l'organisation, la logistique qui peut être un frein. Vous m'entendez, Espérance Brendley, vous m'entendez? Comment s'organiser mieux autour de tout ça. Apparemment, Espérance ne m'entend pas. Voilà, alors il y a marqué un coup de fil au grossiste et puis ça roule. Donc en fait, voilà, c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses en même temps, de réponses aux questions en même temps. Pour essayer de me faire l'interprète de ce que je viens d'entendre, il y a cette notion du prix qui est revenue régulièrement. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait bien réagir là-dessus avant de demander à Claudine Elbisser de peut-être nous dire quelques mots sur les freins qu'elle a pu rencontrer. Mais encore une fois, comme ça a été proposé tout à l'heure, autant nous projeter vers tout ce qui est de plus positif avant de parler de ce qui peut nous ennuyer. Frédérica Lucier, peut-être, pour répondre sur cette question du prix. Oui, alors je n'aurais évidemment pas la réponse franche, enfin la réponse franchie. Définitive, oui, franchement, mais définitive, ouais, en tout cas, sûrement pas la solution. Bon, évidemment, c'est un sujet qui revient très fréquemment dans les discussions des acteurs de la restauration collective. Alors, évidemment, ce qui est compliqué dans cette loi, c'est qu'il y a plusieurs mesures, mais qu'on ne peut pas les prendre une par une. On ne peut pas, en effet, traiter de l'approvisionnement, de la montée en gamme des approvisionnements, sans travailler sur le reste des mesures. Et on sait très bien que les leviers que l'on a pour arriver, en tout cas, à maintenir des coûts denrées relativement, à les maintenir, eh bien, c'est de travailler sur à la fois la lutte contre le gaspillage alimentaire et jusque pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça veut dire aussi, c'est vraiment un changement d'organisation, un changement de méthode sur les restaurations. Ça veut dire qu'on travaille non seulement les recettes, mais on travaille aussi les portions, on travaille un certain nombre de choses, on travaille la satisfaction du convive, on travaille l'information du convive, comme ça a été dit. C'est vrai que moi, je suis passée assez rapidement sur les mesures parce que je pense que c'est plus intéressant d'entendre des témoignages de ce qui se fait dans certains établissements. Mais voilà, c'est un tout, c'est-à-dire que si on travaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, on va en effet pouvoir travailler sur les quantités qui vont être achetées et donc pouvoir acheter des produits de meilleure qualité et donc des produits évidemment qui vont être un peu plus chers à l'achat en termes au kilo. Voilà. Et la deuxième chose, c'est aussi de travailler donc, sur la diversification des protéines. Donc ça a été très bien démontré en effet sur le lycée, bon, j'ai oublié le nom, mais enfin, en Lorraine. Voilà. Puisqu'on sait que en effet, le kilo de protéines végétales bien acheté, bien cuisiné, etc., est moins cher que le kilo de protéines animales. Alors, j'ai lu rapidement aussi un peu les commentaires. Juste, je voudrais revenir sur on est bien sur une montée en gamme en qualité des produits. On n'est pas en train de dire qu'il vaut mieux acheter évidemment des protéines, des produits qui viennent d'ailleurs, du soja qui vient de je ne sais où, etc., plutôt que d'acheter des produits de la viande, de la viande sous label ou autre, en tout cas française. On n'est pas du tout là-dessus. Hein. Évidemment, on est sur un rééquilibrage des protéines d'un point de vue nutritionnel, dans un enjeu de santé publique, hein, voilà. Mais évidemment, tout ça dans un objectif de montée en qualité de l'ensemble des produits. Donc, c'est des bons produits, c'est des bonnes protéines végétales, ce sont des légumineuses, etc., qui sont cuisinées. On est en effet en train de travailler aussi sur des argumentaires pour... on ne peut pas interdire les produits ultra transformés, mais en tout cas, on peut inciter à les utiliser. Infléchir les choses, en voilà. tout cas. Oui. Merci, et Madame ensuite Lucier. aussi à améliorer les protéines, enfin les viandes intégrées. Merci pour vos messages. Pardonnez-moi de vous mettre un peu la pression, mais compte tenu du temps qu'il nous reste, je voudrais en profiter pour nous saisir d'un nombre
maximale de questions, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Claudine Elbisser, peut-être 2 mots très rapidement, si vous le voulez bien, non pas sur la notion du prix, mais sur les freins que vous auriez pu rencontrer, si vous êtes toujours avec nous. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, plutôt que de nous concentrer sur les obstacles que vous avez pu rencontrer, restons sur vos victoires, puisque vous avez dépassé certains de ces obstacles. Si freins il y a eu, comment vous y êtes-vous prise? Il nous reste encore beaucoup d'obstacles à dépasser. Je pense que voilà, ce qui est important, c'est de tenter de mettre en dynamique des acteurs différents. Donc, il faut prendre le temps de se comprendre déjà. Je pense que ça, c'est très, très important. Travailler avec un chef cuisinier, c'est un peu découvrir son métier pour ensuite voir comment, effectivement, on peut l'accompagner dans des évolutions de pratiques d'appro ou dans des diversifications de menus. Donc, prendre ce temps-là. Je pense qu'un des freins majeurs, ce sont les habitudes. On a tous des habitudes. Et donc, si vous voulez, la loi Egalim, elle est là un peu pour bousculer ces habitudes. Et je crois que ce qui est très important dans la tête de tout un chacun, c'est que l'enjeu de la loi Egalim, c'est la santé. Je pense que moi, je me suis rendu compte au fil du temps qu'en prenant cette entrée-là, de se dire, ben voilà, il y a parfois à se poser la question de les menus qu'on consomme, est-ce qu'effectivement ils vont être bénéfiques pour notre santé? Et de voir comment on peut faire évoluer les choses pour justement prendre en considération, on mange tous, le chef cuisinier il mange, les convives mangent, donc on est tous concernés par le bien manger. Et je crois que l'entrée transition alimentaire au bénéfice de la santé est une entrée qui est un bon levier pour justement pallier à certains freins. Il faut du temps, il faut prendre le temps de se connaître, de se découvrir, et ensuite pour pouvoir travailler ensemble. Et je crois que ce qui est un des leviers majeurs, c'est de se donner la possibilité de faire rentrer dans l'EPL des professionnels externes avec lesquels on va travailler. Je peux vous dire que le groupe de travail, alors on l'a fait fonctionner pendant 1 an, le groupe de travail que relate notre chef de cuisine Patrice Bello, où il y avait un chef cuisinier de cuisine centrale, un chef de collège et nous. Et donc, on faisait le tour des structures. Chacun préparait un menu entrée, plat, dessert à base de légumineuses et on faisait le tour. Et je peux vous dire que c'était un moment très convivial qui, quelque part, nous permettait voilà, de formaliser des recettes nouvelles, donc de diversifier les menus. Et en même temps, voilà, on avait un timing à tenir, puisque voilà, il fallait aller chez l'un, chez l'autre. Et je crois que c'est si vous voulez, un moyen de sortir de son établissement et puis d'aller à la rencontre de l'autre et de créer ensemble. On comprend que ça a favorisé votre créativité collective, ça j'imagine, à travers ce genre de groupe. Oui, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'EPL 54, le gros souci, et je pense que ce n'est pas que au niveau de notre EPL, c'est un problème d'information et de communication. C'est-à-dire que nous savons pertinemment que voilà, au niveau du personnel de l'EPL, certaines personnes n'ont pas connaissance de ce que fait l'équipe de cuisine. Voilà, il faut prendre ce temps-là, on fait, mais je crois qu'à un moment donné, il faut informer. Donc voilà, notre service civique, cette année, va travailler justement sur l'information auprès des personnels et sur l'information des convives. Merci beaucoup, Madame Elbisser. Merci à vous. J'en profite pour associer à un de vos messages, quand vous parlez de passer par la porte d'entrée du bien manger. Je voudrais vous faire part également, vous avez dû le voir passer sur le chat, de la suggestion de Claire Durox, qui propose également d'utiliser les termes d'alimentation durable, qui sont également une entrée possible pour mobiliser autour de PA2. Effectivement, je crois qu'on peut tous le constater, c'est un terme qui est assez porteur également et qui permet d'entrer en matière rapidement. Y a-t-il d'autres questions? Dominique Didlot, je ne sais pas si vous nous entendez de nouveau, ou Espérance, pour revenir sur une question en particulier. Voilà, ça y est, vous avez retrouvé le son. Oui, tout à fait, oui. Non, on ne va pas s'éterniser parce que je pense que la journée a fatigué tout le monde et les uns et les autres sont en train de partir, sauf si quelques-uns n'avaient pas eu réponse à leurs questions. Je pense qu'on n'est pas loin du bout quand même.
Et moi, je voudrais juste remercier encore une fois les intervenants d'avoir bien voulu jouer le jeu parce que l'après-midi était très dense. Nous sommes toujours dans les temps. Il y a eu énormément d'échanges sur le chat. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et puis, merci pour votre sollicitation. J'espère avoir contribué utilement à vos échanges cet après-midi. Dominique Didlot, je vous laisse conclure. Simplement pour dire qu'au plus fort de la journée, on était 163, je crois bien. Donc, c'est quand même un vrai succès. En fin de journée, on n'était plus que 120, 100 maintenant, certes, mais ça veut dire que ça traduit un engouement sur ces sujets. Je pense qu'on peut remercier tout le monde, tous les participants, de leur écoute, de leur bienveillance, notamment ce matin, parce que les sujets qu'on a abordés ce matin n'étaient pas faciles. Ça pouvait susciter des réactions un peu vives. En tout cas, chacun a su se tenir, etc. Cet après-midi, je pense qu'on a eu une très belle qualité de présentation par les orateurs, une belle complémentarité et convergence également des différents intervenants, une grande richesse de contenu. Je pense qu'on a mérité notre salaire, comme on dit. Et si je voulais reprendre un petit peu une phrase qu'a dit Madame Elbisser à la fin, c'est on a surtout travaillé sur le bousculer les habitudes. Le bousculer les habitudes, pour moi, c'est un petit peu la phrase clé de la journée, tant au niveau agroécologique que sur la partie loi Egalim. En tout cas, je voulais remercier la Bergerie nationale qui a géré tout l'aspect technique, notamment Catherine Tapron, Sophie Singer, et Jean-Charles qui a animé l'après-midi, sans oublier évidemment les intervenants de ce matin, notamment notre collègue Pascal Faucompré. Un petit bémol quand même, pour un trait d'humour, je dirais. La photo qui servait de lien entre les différentes séquences, je trouve qu'elle n'était pas très agroécologique. Parce qu'un tracteur au milieu d'un grand champ à perte de vue sans haies, ce n'était pas très agroécologique. La prochaine fois, on choisira un meilleur sujet, mais ça, c'est pour la boutade. Merci à tous.